Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être venus à ce colloque organisé par le Pen Club français sur le thème les langues, atouts ou obstacles pour une Europe en mutation. Je suis Fulvio Caccia, je suis le responsable du comité de la diversité linguistique du Pen Club français et je vais donner la parole sans plus attendre à Madame Monica Radu, qui va arriver bientôt, qui représente la Maison de l'Europe, mais d'abord, déjà, puisqu'il est là, Emmanuel Pierrat, qui est président du Pen Club français. Emmanuel. Parfait, merci Fulvio. Bonjour à tous, et alors je ne voudrais pas vous accueillir, normalement c'est Monica Radu qui va le faire parce qu'on est chez eux et chez elle. Je la remercie infiniment et je remercie sa présidente Catherine Lalumière pour avoir bien voulu accueillir cette manifestation qui nous semble importante. Je remercie évidemment Fulvio Caccia pour l'avoir organisé. Il fait toujours beaucoup de choses avec grand talent et avec grand soin. Le Pen Club français, d'abord pour vous rappeler ce que c'est. Il y a ici quelques amis du Pen Club, quelques écrivains qui en sont membres et qui sont parfois membres de Pen Club Amis du Québec et d'ailleurs. Mais il faut toujours rappeler et prêcher sa propre bonne parole et faire sa propre promotion. Pour ceux qui n'auraient pas tout à faire mémoire, le Pen Club français a été créé à un moment où vous étiez tous assez jeunes, c'était en 1921, lorsque Anatole France a décidé, revenant d'Oxford, de transposer de créer la version française de cette organisation qui venait de voir le jour, avec des écrivains qui sortaient de la Première Guerre mondiale, d'une guerre qui avait vu l'Europe se déchirer, et qui se disaient que peut-être il était possible, entre gens de lettres, de faire quelque chose, de se tendre la main, de porter un idéal de liberté d'expression et de pacifisme. Anatole France a ensuite été rejoint par Paul Valéry, par Jules Romain et par des hommes et des femmes de très bonne volonté, dont Sylvestre Clancier, mon prédécesseur, jusqu'à mon modeste rôle. Le Pen Club, c'est une représentation dans le monde, aujourd'hui dans 140 pays. C'est une organisation reconnue et qui siège auprès de l'UNESCO et dont la mission essentielle est de travailler d'abord à la liberté d'expression, cette liberté qui nous est si chère et à laquelle il faut veiller tout en sachant que nous avons une ligne de crête très particulière ici en Europe qui consiste à ne pas considérer que les discours de haine font partie de la liberté d'expression. Et en revanche, tâchez, vous le savez, c'est un débat important, de les regarder non pas comme l'expression d'une opinion, mais comme l'expression de la haine, et peut-être à ce titre-là, d'être un tout petit peu moins tolérant que nous ne le sommes de façon idéale et utopique sur la littérature. Nous soutenons aussi beaucoup les écrivains persécutés. Je remercie Andreas Becker, qui est le président du comité français des écrivains persécutés. De par le monde aujourd'hui, il y a environ 500 littérateurs, hommes, femmes, qui sont emprisonnés, torturés, poursuivis par des polices ou par des services divers et variés du seul fait d'écrire de la littérature. Je ne parle même pas de ceux qui sont syndicalistes, engagés en politique, qui sont journalistes par ailleurs, quoi que ce soit. 500 personnes, ça fait évidemment 500 personnes de trop aujourd'hui dans des pays beaucoup moins démocratiques ou sympathiques que ceux qui nous accueillent encore. Le Pen Club, c'est aussi évidemment l'amour des langues et de la diversité. C'est aussi bien la francophonie avec Malik Diarra, qui est ici notre président du comité de la francophonie, et la diversité linguistique. Nous marchons sur ces deux jambes, et les Pen Club Occitan, avec Marie Rouanet et donc Fulvio Caccia. Et nous sommes très fiers de cette capacité que nous avons à aimer le français et à écrire, parler, publier, lire dans d'autres langues d'Europe. Et c'est important aujourd'hui de se retrouver ici à moins de 10 jours des élections européennes pour discuter de cette question essentielle du statut des langues en Europe, de peut-être des langues ce qu'on appelle minoritaires. Je ne sais pas si une langue est vraiment minoritaire à un moment ou à un autre, et si une langue n'est pas prioritaire. Mon ami François Weiergans, écrivain, membre de l'Académie française, un jour je lui disais qu'on partageait l'amour des arts premiers. Il me dit « Ah non, il n'y a pas d'art... est-ce que tu penses qu'il y a des arts seconds ?» Je dis non. Donc il n'y a pas de langue minoritaire, il y a des langues. Et il y a des langues dont on peut débattre pour savoir la façon dont elles peuvent permettre une édification d'une Europe meilleure. Et je souscris entièrement à cette affiche, évidemment, et je vous incite tous, en dehors de cette journée, à bloquer sur votre agenda, si ce n'est pas déjà fait, le dimanche 26 mai, pour aller porter dans les urnes le message de paix et de solidarité que nous portons cet après-midi. Je vous remercie. Bravo. Difficile à
intervenir après sur vos discours et aussi en plus représenter Madame Catherine Lalumière. Est-ce que quelqu'un peut la représenter? Mais elle est en déplacement aujourd'hui, donc elle n'a pas pu venir tenir son discours. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est on est content, on est ravis de pouvoir vous recevoir chez nous pour ce colloque et aussi de l'organiser ensemble. On vous remercie d'avoir choisi ce lieu et aussi à M. Fulvio Cassia qui est venu chez nous, ça fait quelques mois, pour justement réfléchir ensemble sur le programme et aussi la manière d'organiser ce colloque. Bien sûr, quel beau travail et quel beau projet aussi de réfléchir comment faire avec les langues dans l'Union européenne. On sait très bien qu'on a des langues de travail, on a les 3 langues de travail, on a aussi les langues officiellement acceptées, les 24 langues officielles. Et pourquoi on a choisi de vraiment faire la traduction et laisser à chacun s'exprimer dans sa langue, parce qu'on considère que justement on est unis dans cette diversité. La diversité, elle est aussi liée à cette richesse de la différence de l'autre et de l'acceptation de chacun avec sa culture, avec son histoire. Et vous parliez dans votre discours de cette liberté d'expression et je ne peux pas ne pas réfléchir ou ne pas penser à mon pays d'origine, la Roumanie, où la liberté d'expression a coûté même des vies humaines à une époque. Et donc félicitations à vous tous, écrivains et aussi citoyens qui s'intéressent à ces questions-là et qui est venu aujourd'hui pour discuter ensemble, pour réfléchir et pour faire transmettre ce message peut-être aux générations futures et à l'actuelle génération que la liberté d'expression n'a pas été tout le temps pendant l'histoire quelque chose d'acquis et qu'aujourd'hui encore on voit dans certains pays, sans vraiment les citer, que c'est pas acquis. Et donc ce que je peux vous dire sur la Maison de l'Europe de Paris, pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est que nous sommes une association loi 1901, créée en 1956. Donc on a commencé à exister avec les prémices de la création de l'Union européenne elle-même. On était avant donc au Marais, pas très loin d'ici. On a déménagé en 2017 et nous organisons des conférences grand public, 2 à 3 par semaine, avec des colloques académiques, mais aussi des conférences tout simplement sur des sujets, des thématiques qui sont liées à l'Europe, qui peuvent passer par la justice, la diplomatie, l'Europe dans un monde ouvert, mondialisé, mais aussi sur des questions plus précises, comme par exemple des livres qui travaillent sur des questions européennes, mais aussi sur d'autres types de sujets liés à la culture, etc. Nous organisons également bien sûr des rencontres et des échanges avec les autres pays à travers nos appels à projets au niveau européen, et on fait la sensibilisation. Donc le but premier, c'est faire la sensibilisation aux questions européennes par rapport à tout ce que l'Europe fait pour ses citoyens. Et concernant les élections européennes, parce que vous avez bien parlé de cette fois je vote et le fait qu'on a dans 10 jours, le 26 mai plus précisément, les élections européennes, nous avons commencé à se saisir de sujets depuis quelques temps. On a fait même des interventions dans les prisons par exemple, pour parler aux détenus, parce que je ne sais pas si vous saviez, mais cette année pour la première fois, les détenus, ceux qui ont gardé encore le droit de vote bien sûr, peuvent voter dans le milieu carcéral. Et donc on a été sollicité, on a répondu avec plaisir au fait de sensibiliser les détenus en amont, puisqu'on ne peut pas demander à nos citoyens de voter. Et ici j'élargis le débat. Sans vraiment qu'ils sachent pourquoi, comment et de quelle façon. Et donc on fait ce genre de sensibilisation, on essaie de transmettre l'information. C'est pas la bonne parole, puisqu'on peut avoir des critiques bien sûr par rapport au système et par rapport à comment on peut améliorer le système européen, mais au moins transmettre les bonnes informations aux citoyens. C'est quoi l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait, de quelle façon. Après à chacun de faire son esprit critique et de réfléchir de quelle façon il peut s'impliquer pour améliorer justement le bon fonctionnement. Donc voilà, en ce qui concerne le colloque, donc les langues à tout obstacle d'une union en mutation, ça sera prétentieux de ma part d'essayer de donner une réponse. Moi je pense que cette nécessité de rester unis dans la diversité, d'accepter d'avoir les langues officielles, les 24 langues officielles de l'Union européenne, c'était un bon choix. Après, est-ce qu'il faut aussi avoir les langues régionales qui rentrent en compte? Est-ce qu'il faut vraiment élargir le débat? Je voulais justement avec le colloque débattre et trouver des bonnes réponses. On vous remercie d'avoir choisi la Maison d'Europe de Paris
Paris comme symbole pour ce colloque et je vous souhaite un riche et intéressant débat à vous tous. Merci. Merci. Bien, merci Emmanuel, merci Monica. Alors avant de continuer, de vous donner l'exposé l'esprit de ce colloque et procéder de quelques consignes pratiques, j'invite Andreas Becker, président du comité des écrivains empêchés, à dire quelques mots. Alors vous avez ici le fauteuil qui est réservé, qui est le feuilleté vide. Bonjour. Je vais vous lire un petit texte de Zehra Doğan. Zehra Doğan est une femme kurde, une dessinatrice, poétesse, écrivaine, qui a été emprisonnée en Turquie. Le Pen Club, entre autres, a défendu sa cause et elle a pu sortir de prison et elle est aujourd'hui à Londres. Elle nous a adressé il y a quelques mois, quand elle était encore en prison en Turquie, une lettre, et je vais vous lire juste un petit extrait de cette lettre qui nous était adressée et qui s'adresse, je pense, aussi à vous. Donc je cite Zehra Doğan. « Je vous salue depuis la geôle d'Ahmet, dont le nom est inscrit dans l'histoire des résistances, et au nom des 50 femmes ici prisonnières. Si nous parvenons à vous atteindre depuis ce lieu où on veut nous faire taire et vous faire entendre notre voix, c'est grâce à la lutte collective. Où qu'elle soit dans le monde, grâce à vous. Le seul prétexte pour mon emprisonnement est le fait d'avoir informé sur le désir de paix d'un enfant. C'est d'avoir dessiné un enfant détruit. Comme vous en conviendrez, j'ai été emprisonné par une famille d'ignards qui ne savent pas ce qui signifie le droit et la justice. Or, prendre position contre la persécution exercée sous nos yeux est une grande responsabilité qui doit être inhérente à la nature humaine. Ne pas combattre la persécution signifierait que nous n'aurions pas foi en la conscience, le bien, la justice et le changement. Cela voudrait dire que nous abdiquions dès le départ. C'est pour cela que dans cet espace étroit dans lequel je suis enfermé, je ne me sens aucunement vaincu. Ceux qui se sentent vaincus sont en vérité ceux qui se contentent de regarder les massacrer et les tuer sous les bombardements. Ceux qui sombrent dans le désespoir. Et les vainqueurs sont celles et ceux qui ne cessent jamais de résister, quelles que soient les conditions et les lieux. Zehra Doğan, merci. Merci, Andrea. C'est un rituel auquel nous souscrivons, c'est le fauteuil vide qui représente l'écrivain qui est empêché d'être présent parmi nous parce qu'il a été emprisonné. Maintenant, j'en reviens aux raisons de ce colloque. Alors, notre président, qui ne m'en voudra pas de citer l'un de ses prédécesseurs, Paul Valéry, qui fut notre président pendant 10 ans, en 1924 et 1934. Lors d'un congrès international d'écrivains, il se félicitait de voir la diversité des langues déjà de servir de dénominateur commun entre les congressistes, alors que cette différence aurait dû les diviser. Aujourd'hui, on l'a évoqué, cette réflexion est plus que jamais d'actualité, puisque cette année est l'année internationale de langue autochtone. Il y a les élections au Parlement européen. Il est donc apparu opportun de réinterroger les liens que les langues européennes tissent avec la modernité et plus précisément avec l'oralité, l'État et la fameuse question de l'identité nationale. Permettez-moi donc de reciter à nouveau Valéry. Voici ce qu'il disait dans les années 20. C'est d'une grande actualité. Mais des écrivains, mais des hommes, il avait un peu parlé des femmes encore, ils n'en étaient pas encore à ce moment dans le débat, dont le métier se fonde directement sur le langage natal,
dont l'art consiste par conséquent à développer ce qui sépare le plus naturellement, le plus cruellement peut-être, un peuple d'un autre peuple. Que signifie cette réunion? De ceux qui, dans chaque nation, travaillent nécessairement à maintenir, à fortifier les obstacles les plus sensibles qui isolent cette nation de tout autre, ici. Messieurs, il faut invoquer le miracle. Et ce miracle, c'est naturellement le miracle de l'amour. 1925-30. Cet amour des autres langues au travers de la littérature s'inscrit dans le droit fil de cette conscience linguistique, cette mise en résonance de l'altérité qui, depuis le haut Moyen-Âge, a contribué à forger nos langues nationales en Europe. Elle constitue la vraie pierre angulaire de l'Europe. La langue de Dante, celle de Cervantes, la langue de Shakespeare, celle de Goethe, pour ne parler que des plus connus, chacun contient dans leur avènement même l'écho familier des autres langues avec lesquelles ils sont reliés en symbiose, mais aussi en compétition, qui est aussi une émulation, à savoir une opportunité pour se dépasser. C'est cette mise en résonance des langues où se trouve le vrai réacteur de l'humanité, et a fortiori le réacteur de l'Europe. C'est cette capacité de raisonner et de raisonner qu'il convient de réactiver aujourd'hui. L'exemple vient de loin. Et je cite encore Paul Valéry. Je considère la Grèce et Rome comme des nations simplement un peu plus éloignées de nous que les autres. Homère n'est encore qu'à quelques billions de kilomètres d'ici. Il faut l'excuser à cause de cette distance de ne pas être aujourd'hui parmi nous. Transition toute trouvée. Pour introduire notre premier orateur, M. Hans Wiesmann, qui est helléniste et qui est philosophe, qui est directeur des études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a dirigé la collection Passage aux éditions du Cerf, en hommage à Walter Benjamin. Ses recherches portent sur l'herméneutique et l'histoire de la pensée allemande, ainsi que des langues, traditions et cultures européennes. Il a écrit plusieurs livres, dont l'un m'a beaucoup marqué, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu l'inviter pour lancer cette émission d'ouverture, c'est « Penser entre les langues », il est disponible d'ailleurs à la librairie, chez Albin Michel en 2012. Il est également membre du conseil d'administration de l'OEP. Il va aborder l'Europe et sa modernité à l'épreuve de ses langues. Alors, M. Wiesmann décide d'avoir accepté notre invitation et je vous cède la parole pour une 15 à 20 minutes.